messieurs, bonsoir. Heureux de vous savoir nombreux ce soir à regarder la soirée de l'information sur Canal d'Info, votre chaîne internationale d'information en continu. Au sommaire de l'actualité ce soir, la Côte d'Ivoire avec la justice française qui lève le mandat d'amener de Guillaume Soro. Nous parlerons aussi de l'Allemagne avec Angela Merkel qui a été déclarée personnalité du journal américain Times, personnalité de l'année 2015. La France nous intéresse également avec cette conférence internationale sur le réchauffement climatique qui se clôture dans quelques jours avec le projet de texte d'accord qui est déjà presque prêt, mais qui fait déjà l'objet de beaucoup de polémiques. Nous parlerons aussi ces djihadistes qui deviennent, n'est-ce pas, de plus en plus nombreux au Moyen-Orient. On parle pratiquement de 27 000 à 31 000 en Irak et en Syrie. Nous reviendrons sur ce rapport de l'Institut de renseignement Sofan Group, basé à New York, aux États-Unis. Nous parlerons aussi du Cameroun avec ce grand rendez-vous agricole qui s'ouvre dans la capitale politique Yaoundé du 15 au 20 décembre au Palais de Congrès et au parc d'exposition de Tinga avec un thème assez évocateur, révolution agricole, enjeux et défis pour une agriculture performante et durable. Et pour en parler, bien évidemment, Guy Fondop, journaliste à Ouest Littoral et à RTM. Bien évidemment, Patrick Christian Dobo, journaliste et spécialiste des questions de politique internationale. Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la soirée de l'information. C'est toujours un plaisir, Louis Roger. Bonsoir à Guy et bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, Guy Fondop, bonsoir. Bonsoir Louis Roger, bonsoir à Patrick, voilà. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est vrai que j'ai toujours envie de dire auditeurs parce que je fais de la radio. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal de Info. Nous allons commencer tout de suite par ce grand rendez-vous agricole qui est donc prévu au Cameroun du 15 au 20 décembre prochain à Yaoundé. Alors, un grand rendez-vous pour essayer de parler de la mécanisation de l'agriculture. Est-ce que vous pensez, Patrick Christian, d'abord, que cette première édition de ce grand salon agricole a droit de citer? Ben écoutez, dire radicalement si elle a droit de citer ou pas, ce serait prétentieux sans avoir les contours d'une appréciation d'une édition qui se serait tenue pour évaluer. En tout cas, il faut toujours commencer quelque part. Il me semble qu'au moment où la problématique de la mécanisation de l'agriculture est sur le plancher, un tel salon peut permettre au moins de regrouper les spécialistes de la question, d'avoir un regard sur le problème et certainement d'évaluer où est-ce que nous en sommes avec cette démarche. On parle d'agriculture de troisième génération. On voudrait faire passer le cap de cette agriculture-là à une agriculture de rente, particulièrement destinée à, on va dire, l'approvisionnement domestique, à une agriculture qui se veut maintenant industrielle, capable non seulement de satisfaire la demande en termes de ratio interne, mais aussi de se projeter dans une agriculture qui se veut finalement exportable, n'est-ce pas, avec une capacité, une influence et un apport un peu plus substantiel, n'est-ce pas, dans le produit intérieur brut national et même dans la croissance économique. Et quand on sait que la terre est une des premières richesses, n'est-ce pas, sur le plan de l'économie chez nous, il me semble qu'un tel salon a toute sa place. Maintenant, de là à savoir s'il sera orienté dans le bon sens pour le bénéfice de ce secteur et pour un diagnostic cru ou une évaluation assez objective, n'est-ce pas, des problèmes qui peuvent miner le secteur agricole chez nous, la question ne pourra que se poser après l'évaluation, n'est-ce pas, de ce premier salon. Mais on est en droit de dire que vaut mieux commencer par une telle rencontre qui permettrait certainement aux spécialistes de ce secteur-là de se regarder en face, de toucher du doigt, d'échanger, de partager un certain nombre d'expériences, surtout qu'il n'y a pas que les opérateurs dans le secteur agricole sur le plan local qui y seront. Il y en a qui viennent aussi de l'extérieur et ça va certainement permettre aux uns aux autres d'échanger et peut-être d'envisager des solutions dans le passage de cette agriculture qu'on veut transformer avec sa mécanisation. Alors, Guy Fondop, on parle de la révolution agricole, enjeux et défis pour une agriculture performante et durable.
Mais j'ai un problème avec cela, lui, Roger, parce qu'on voit très bien que que ce qui se tient à Yaoundé, ou alors ce qui va se tenir à Yaoundé dans les prochains jours, n'a rien à voir avec le discours du président de la République du côté de la COP21. Le président Paul Biya qui a pris un engagement ferme de réduire de 32% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à l'horizon 2035 et bien entendu une réduction qui devrait s'appuyer essentiellement sur la lutte, autour de la lutte contre la déforestation. Et qui dit déforestation dit voilà, réduction ou alors limitation des bassins de production, les bassins de production qui ne pourraient plus connaître une certaine extension parce que cette extension-là viendrait violer cet engagement que nous sommes en train de prendre du côté de Paris en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors maintenant, je m'interroge de savoir comment est-ce qu'on peut être en train de limiter les bassins de production et être aussi en même temps voilà, lancé sur la voie de la mécanisation. La mécanisation viendrait nous permettre voilà, de développer quel espace. C'est l'interrogation que je me fais donc, à la suite voilà, de cette information faisant état de ce salon autour de la mécanisation agricole qui va s'ouvrir dans quelques jours du côté de Yaoundé. Et puis une autre interrogation encore, c'est de comprendre très exactement comment est-ce qu'on devrait ici se comporter quand on sait par exemple que la principale, que l'agriculture camerounaise est une agriculture essentiellement familiale. On travaille sur les uns et les autres, exploite de très petites superficies, généralement autour d'1 hectare. Et quand on sait que ces superficies n'ont pas forcément besoin de mécanisation, je me demande toujours si ceux-là qui à chaque fois sont partis pour, voilà, pour importer des tracteurs, pour imposer des tracteurs aux Camerounais, pensent à un moment donné que cela n'est peut-être pas véritablement leur besoin réel pour le développement de l'activité agricole. On se souvient que Bernard Djonga, à chaque fois, voilà, lui, du monde rural, nous a à plusieurs reprises martelé que la mécanisation n'était pas une solution pour accroître la production. Donc, du coup, je me demande réellement si ce salon-là est pour l'agriculture camerounaise ou alors si c'est une nouvelle opportunité pour les gens des affaires ou encore pour nos hommes du gouvernement, nos prévaricateurs, de davantage se mettre plein les poches, lui, Roger. Alors, Patrick Christian, d'abord, on parle donc de ce machinisme agricole au moment où, du côté de Sambélima, après le comice agro-pastoral, on a abandonné pratiquement plusieurs machines agricoles dans cette partie du pays. Est-ce que parler de machinisme agricole aujourd'hui, de mécanisation de l'agriculture, n'est pas se donner une balle dans la jambe, surtout lorsqu'on regarde tout ce qui a été abandonné comme engin? Ben, écoutez, lui, Roger, il y a que lorsqu'on observe un peu le paysage agricole chez nous, et même les implications, la politique même, on va dire dans le domaine, on peut bien commencer à se poser un certain nombre de questions et peut-être même dire qu'on se tirerait une balle dans le pied avec les quoi que vous venez d'évoquer, n'est-ce pas, finalement ces engins qui avaient été abandonnés juste après le comice agro-pastoral à Ebolova, avec toutes les promesses qui avaient été faites dans ce secteur-là. C'est vrai qu'on peut s'inquiéter. Mais à la vérité, j'entendais aussi Guy à l'instant évoquer cette espèce de contradiction, n'est-ce pas, entre les promesses faites quant à la réduction du gaz à effet de serre et la nécessité qu'une éventuelle mécanisation va nous apporter d'augmenter le bassin de production. Mais je pense qu'on est effectivement dans une controverse, mais une controverse qui peut aussi se sentir comme étant parfois des discours du correctement politique. Parce que dans cette situation-là, on n'a pas aujourd'hui au Cameroun la capacité de dire avec exactitude à quel niveau est-ce que le Cameroun émet un gaz à effet de serre. Il pourrait avoir des statistiques, mais rien ne donne la confirmation de ceux de l'EDA. Donc si le président a parlé de 32%, on peut se poser la question de savoir à partir de quoi ces 32% seront finalement effectifs. Et puis deuxièmement, il me semble que si on évoque même la mécanisation sur le plan de l'agriculture chez nous, c'est d'abord sur ce qui est déjà exploité. Avant même d'augmenter les bassins de production, qu'est-ce qu'on fait déjà de la parcelle qui est exploitée? Elle n'est certainement pas exploitée à un niveau où on puisse dire qu'elle peut avoir un rendement de type industriel ou tout au moins participer à ce qu'on espère sur le plan du produit intérieur brut. Donc il est question peut-être de mécaniser cette agriculture, mais de faire attention. On ne va pas importer des modèles
en copie-coller et venir les planquer sur le plan, n'est-ce pas, de l'exploitation agricole chez nous. Parce qu'il y a des réalités qu'on doit prendre en compte. Il y a derrière une capacité à produire davantage et de manière qualitative. Il y a aussi des exigences de semences. Vous voyez, il y a tellement d'ingrédients qui doivent permettre de booster la production agricole de manière qualitative et quantitative qu'on ne peut pas seulement imaginer que sa mécanisation sera la voie de sortie. Bon, il me semble que si les choses sont faites dans de très bonnes conditions, en tenant compte de tous ces ingrédients-là, un salon comme celui-là, qui se tiendra à Yaoundé, certes va avoir un regard sur la mécanisation, mais ce serait un danger, un crime de le limiter simplement à la mécanisation. À quoi nous servirait une mécanisation si derrière, on n'a pas un regard global sur la qualité des espaces à exploiter, sur la qualité des semences à avoir et sur comment repartir effectivement ou orienter tout au moins le type de production en fonction du type de bassin. Donc c'est toutes ces études-là qui doivent faire l'objet d'une réflexion pendant ce type de salon. Et deuxièmement, si on revient à cette problématique que vous avez posée de manière centrale, c'est vrai, Louis Roger, on ne peut pas envisager avoir des opportunités, des tracteurs abandonnés, des centres de construction ou alors d'assemblage de ces tracteurs annoncés, des fiefs et des pôles où on peut développer effectivement et on va dire rendre qualitatifs les bassins de production déjà existants et qu'on ne le fasse pas en espérant simplement que la manne viendra d'un salon où la mécanisation sera tout azimut. Il me semble que non. Si on est dans un salon où on a effectivement tous les ingrédients qui peuvent rendre qualitatif et peut-être booster la production des bassins déjà existants, ce serait déjà un bon pas avant d'arriver à une solution qui permettrait éventuellement, dans la mesure du possible, d'augmenter les bassins. Alors, Guy Fondorf, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien entendu. Louis Roger, je voudrais ajouter quelque chose parce qu'il est quand même urgent de comprendre les problèmes des Camerounais. Le problème aujourd'hui ne semble pas, dans le monde agricole, voilà, la mécanisation, mais plutôt l'accès à la terre en elle-même. Moi, je pensais qu'une révolution ici au Cameroun viserait essentiellement à permettre d'abord aux Camerounais d'avoir accès à la terre. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là, voilà, l'ouverture de nouveaux bassins de production et puis l'incitation des populations camerounaises à intégrer ces bassins de production-là, à y débuter des petites exploitations essentiellement familiales et puis par la suite à ressentir elles-mêmes, je parle de ces populations-là, le besoin de mécaniser leur activité. Je veux dire, par elles-mêmes, d'elles-mêmes, parce que à ce moment-là, quand on se retrouve du côté de Yaoundé, comme ce sera le cas la semaine prochaine, c'est depuis l'État camerounais très généreux qui va tenter d'offrir des tracteurs ou alors des engins pour le monde agricole. Mais ce serait plutôt de nouveaux planteurs accédant à un besoin nouveau qui viendrait acheter ces équipements-là pour aller continuer le développement de leur propriété. Mais on est dans une situation où en réalité, il est très difficile d'avoir accès à une certaine propriété foncière, à avoir des terres cultivables, à être propriétaire des terres cultivables, et on est en train de parler déjà de mécanisation. Donc une fois de plus, on voit, Louis Roger, qu'il ne s'agit pas ici de solutions visant réellement à résoudre les problèmes de Camerounais, mais il s'agit d'une opportunité, une fois de plus, je vais le dire comme ça, pour les prévaricateurs qui voudraient encore une fois de plus en profiter pour se mettre à plein les poches. Patrick Sandobo. Oui, simplement, je peux convenir avec Guy de cette inquiétude. On sait très souvent combien de se sont engouffrés dans ces salons. Mais je vais dire simplement qu'il revient à l'État de façon régalienne de définir une politique, n'est-ce pas, pour l'agriculture et d'orienter, peut-être pas d'être la vache à lait quotidienne et régulière, mais de définir une politique, de l'orienter et de fixer un cap. C'est en cela que la mission de l'État est primordiale dans ce genre d'activité. Et puis deuxièmement, à quoi ça servirait d'étendre les bassins de production si ceux existants déjà ne sont mal exploités, n'est-ce pas? On peut dire que les bassins actuels, ceux qui sont exploités actuellement, ne le sont même pas à leur summum et sont mal exploités. D'accord, peut-être qu'il faudrait faciliter l'accès à la terre, déjà dans ses propres bassins de production existants, avant de penser à augmenter. Et vous conviendrez avec moi que si on augmentait moins les bassins de production, on aurait moins de production de gaz à effet de serre. Il est d'abord important d'exploiter au maximum et de la meilleure façon. Et si on veut maintenir, je voudrais que vous conveniez avec moi que ce n'est pas le fait de restreindre les bassins. Je voudrais que vous conveniez avec moi que
si on maintient les bassins de production actuels en l'état, voilà, cela voudrait dire qu'on développe davantage des mécanismes de production, voilà, par exemple avec des engrais biologiques, mais ce n'est pas le cas. Je veux dire non, que pas la forcément, mécanisation, pas je voudrais dire... mécanisation peut-être oui, En tout mais cas, une moi, exploitation je efficiente voudrais des bassins ici, existants. J'ai un peu glissé tout à l'heure, je voudrais dire très concrètement que pour moi, il est tout à fait clair que si on veut optimiser les exploitations actuelles, ce n'est pas en passant par la mécanisation, c'est en passant par des mécanismes, par les mécanismes d'une agriculture, par les mécanismes d'une agriculture intensive. Et qui parle d'une agriculture intensive ici parle de l'utilisation d'un certain type d'engrais qui peuvent être des engrais biologiques ou alors d'autres types d'engrais, mais pas quand même. On ne peut pas retenir que ce qui va se passer à Yaoundé dans les prochains jours soit une solution pour le développement de l'agriculture camerounaise. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'on parle de cette mécanisation de l'agriculture. Patrick semble devoir parler de problème de semences. Il faudrait une semence de qualité. Certains devraient parler d'une semence améliorée. Il faudrait que les planteurs puissent avoir accès à la terre, à la propriété. Guy Fondon, vous l'avez relevé. Mais également cette incitation du planteur qui n'a pas l'accès au financement pour s'offrir ces machines, qui n'a pas l'accès au financement pour s'offrir les intrants et surtout ces semences de qualité. Alors c'est un problème. Il faut peut-être que les organisateurs de ce salon n'ont pas réfléchi qu'il fallait commencer par le point A, avant de se retrouver peut-être au point B, au point C, celui qui est d'abord l'accès à la terre, la mise à disposition des planteurs, des moyens financiers, des semences de qualité, et surtout même de mettre un accent sur la qualité, bien évidemment, de ce qu'on devrait produire, ainsi du riz, du sorgho, du mil, du maïs, etc. Je pense que c'est un problème aussi. Oui, tout à fait, Louis Roger. Je l'ai d'ailleurs signifié tout à l'heure dans la précédente prise de parole. C'est-à-dire qu'un sommet comme celui-là, même si un accent sur le plan thématique est mis sur la mécanisation, il ne saurait avoir sa place s'il ne prend pas en compte tous les volets, en tout cas tous les aspects, n'est-ce pas, de la qualité de la production, du type de production qu'on recherche. Et c'est en cela qu'on a dit la politique agricole du pays doit pouvoir intégrer ces éléments-là. Et l'État est garant. Et maintenant, à quoi ça vous servirait de prétendre à la mécanisation si vous n'avez pas accès au financement qui vous permet d'y aller? À quoi ça vous servirait de prétendre à la mécanisation si vous n'avez pas des terres pour pouvoir exploiter, n'est-ce pas, pour pouvoir utiliser cette mécanique-là? À quoi ça vous servirait de penser prioritairement à la mécanisation si vous ne savez pas ce que vous allez planter? À quoi ça vous servirait de penser à la mécanisation si vous n'avez pas la qualité de la semence qui vous permettrait d'atteindre les objectifs? Donc c'est un ensemble et je suis d'accord avec vous que nous ne pouvons pas envisager une solution dans l'agriculture en excluant un de ces facteurs que vous avez posés. Et il serait donc, forcément inimaginable, et peut-être que ce serait un loupé phénoménal, que ce salon-là se tienne avec uniquement un regard rivé sur la mécanisation. Oui, c'est peut-être la thématique, mais c'est une thématique qui doit pouvoir intégrer en dessous tous ces éléments qui sont conditionnellement vitaux, autant pour moi, pour une agriculture de qualité, une agriculture qui peut aujourd'hui faire concurrence. Performante et durable, voilà, comme le thème de ce salon. Il va de soi. Alors on va aller rapidement du côté de la Côte d'Ivoire avec la justice française qui vient de lever donc le mandat d'Abéné de Guillaume Soro. Et après, bien évidemment, une intervention musclée du ministre ivoirien des Affaires étrangères, Patrick Christian Debré. Après la tempête, on peut dire que c'est le beau temps. Bon, écoutez, il me semble que si Michel Gbagbo voulait réussir un coup, il a réussi. Certainement que lui et ses conseils savaient que la démarche n'aurait pas pu aller plus loin que ça. Parce que, quoi qu'il en soit, Guillaume Soro est quand même la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire. Et sa présence pendant la COP21 à Paris est une présence couverte par une mission officielle. Donc, loin de bénéficier d'une impunité, c'est certainement son immunité pendant cette période et au regard de son statut qui l'empêchait de pouvoir répondre à une convocation quelconque, n'est-ce pas, de la juge d'instruction. Donc, maintenant, la levée du mandat d'Amené va aussi dans la suite logique de ce que la Côte d'Ivoire se présente aujourd'hui comme un partenaire plutôt bénéfique pour la France. Et au-delà de l'aspect diplomatique, il y a l'aspect économique. Et il y a même aussi, comment on peut dire, l'implication de la France dans cette crise
ivoirienne de 2010, on s'en souvient. Et même la présence actuelle de la France sur beaucoup de flancs du côté de la Côte d'Ivoire, on a effectivement vu la Côte d'Ivoire se plaindre de manière véhémente contre ce qu'ils ont considéré comme une tentative d'humiliation, n'est-ce pas, de l'institution ivoirienne représentée par Guillaume Soro. Cela n'est pas passé par quatre chemins. Et donc, on s'imaginait bien qu'une situation comme celle-là puisse être laissée de manière assez ouverte. Et on a vu les avocats de Guillaume Soro éviter de jouer au triomphaliste en décidant que la justice n'a en rien été influencée par les autorités ivoiriennes. Ils ont apporté un certain nombre d'éléments justificatifs à Madame la juge pour faire comprendre que le président de l'Assemblée nationale ne pouvait pas répondre à la convocation parce que non seulement il a reçu cela tard, mais qu'il est effectivement en mission et il n'avait pas la possibilité de rentrer en possession de ce document-là. Donc nous sommes dans une situation où les avocats de Soro n'ont pas joué au triomphaliste, ça se comprend. On peut aussi dire que la France a finalement revu sa copie, n'est-ce pas, dans cette histoire. Mais il n'en demeure pas moins que, même si les avocats de Soro entendent porter plainte à Michel Gbagbo à leur tour pour diffamation, on va quand même noter que cette histoire-là est une histoire à rebondissement parce que rien ne nous dit, au sortir, n'est-ce pas, de cette pseudo-crise, de cette mini-crise, rien ne nous dit que si demain, Laurent Gbagbo est dépourvu de son statut de président de l'Assemblée nationale, que l'affaire ne pourra... j'ai envie de dire Guillaume Soro, entre Michel Gbagbo et Laurent Gbagbo, on peut comprendre que c'est... Alors, rien ne nous dit que si Guillaume Soro est dépourvu de son statut de président de l'Assemblée nationale, d'ici quelques années, imaginons que cela puisse arriver, que cette affaire ne va pas ressurgir. Donc voilà, c'est quand même un petit jeu qui démontre à suffisance de ce que la crise post-électorale de 2010 reste encore dans les tiroirs. Et reste dans les tiroirs dont la Côte d'Ivoire n'est pas détentrice de la clé. Donc à tout moment, en fonction des régimes et des positions des uns et des autres, quelqu'un peut décider de rouvrir le tiroir et de nous remettre la question sur le plancher. Donc malheureusement, c'est le constat qu'on peut tirer et en filigrane, on va dire que la Côte d'Ivoire a su préserver son image et l'image de l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Alors Guy Fodop, il a fallu que les avocats de Guillaume Soro fournissent des attestations, des ordres de mission pour que cette affaire puisse être rangée un tout petit peu dans les tiroirs. Oui, mais il faut dire une chose, lui, Roger, c'est qu'en principe, on a été là essentiellement dans, dans une politique plutôt d'accalmie, parce qu'en principe, je ne pense pas qu'il se soit passé ces jours-ci une chose que Madame la juge ne connaissait déjà, donc au moment où elle prenait la décision de convoquer, Guillaume Soro, et surtout la manière même de le convoquer. Un mandat d'amener, c'était très très dur. Voilà, on peut le reconnaître dans le monde juridique parce que elle connaissait, Madame la juge connaissait très bien l'adresse de Guillaume Soro Kibafori. Elle aurait pu lui adresser une convocation simple à son adresse à Abidjan. Ce qui a été fait à Paris, à son domicile à Paris. À son domicile à Paris. C'est suite à la non-réponse ou alors à sa non-présentation. Suite à cette convocation, qu'un mandat d'amener a été signé. Et ce mandat d'amener, je pense que Madame la juge s'en doutait bien que le mandat n'aurait pu être exécuté parce que M. Soro, en France, en ce moment, est en mission officielle. Et les bonnes pratiques de la diplomatie ne voudraient pas qu'il défère à ce genre de convocation. Donc elle savait très bien. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle a fait, pourquoi est-ce qu'elle a insisté en signant ce mandat d'amener? Je pense que à un moment donné, elle a peut-être voulu faire comprendre, ou alors tout simplement la diplomatie française a voulu faire comprendre par le canal de la justice. C'est vrai que c'est très contradictoire, mais peut-être qu'ils ont voulu faire comprendre, passer un message à Guillaume Soro ou encore à tous ceux qui auraient participé de près ou de loin à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, que les choses n'étaient pas complètement terminées et qu'un jour ou l'autre, on pouvait avoir un cas qui vient ouvrir la boîte de Pandore. Voilà, parce qu'il faut dire que si jamais le cas de Guillaume Soro est examiné, cela automatiquement impliquerait de milliers pratiquement d'autres cas et ce serait bien entendu le procès de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire qui serait donc ainsi éventré. Alors, ça veut dire que si aujourd'hui Guillaume Soro est inquiété, Alassane Dramane Ouattara n'est pas à l'abri par des questions d'or. Écoutez, on a très souvent lié le destin ou le sort de Guillaume Soro à celui d'Alassane Dramane Ouattara. Vous imaginez bien que
la prise du pouvoir par Alassane Dramane Ouattara a été précédée par une crise où des rebelles venant quand même du Nord, avec à leur tête sur le plan politique un Guillaume Soro, ont finalement pris fait et cause pour Alassane Dramane Ouattara. Donc il va de soi que ce type d'analyse et de rapprochement puisse trouver sa justification, n'est-ce pas, dans le déroulement de cette crise ivoirienne. Mais il faut se dire une chose. Autant Alassane Dramane Ouattara, même s'il est accusé, n'a pas de lien direct, en tout cas sur le plan visible, avec les rebelles, autant Guillaume Soro, lui, par contre, était quand même à la tête des rebelles, et de manière officielle. Cela lui a valu de pouvoir faire une alliance avec Laurent Gbagbo, dont il a été le Premier ministre, et ensuite de changer de camp et devenir le même Premier ministre d'Alassane Dramane Ouattara. Et d'aucuns ont dit de Guillaume Soro qu'il a été l'épicentre, n'est-ce pas, ou le régulateur de la crise ivoirienne à travers sa présence, son influence et son impact, même si à un moment donné on a cru voir un clivage au niveau de la tête et de la direction, n'est-ce pas, des rebelles en ce moment-là. Alors, pourquoi le destin d'Alassane Dramane Ouattara serait-il lié à celui de Guillaume Soro? Je viens de donner quelques éléments de compréhension, mais surtout, c'est un destin qui semble davantage se lier au regard de la proximité et du parcours depuis qu'Alassane Dramane Ouattara a pris les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire. Il a fait de lui automatiquement son Premier ministre, donc dans une continuité. Et ensuite, maintenant, il fait de lui la deuxième personnalité du pays. Guillaume Soro est prédit par de nombreux analystes à un destin présidentiel. On dit de lui qu'il sera l'homme le plus à même de couvrir les arrières d'Alassane Dramane Ouattara si celui-ci arrivait finalement à laisser les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, cela fait dire à de nombreux analystes que Ouattara se retirerait le cœur tranquille s'il est rassuré que Guillaume Soro continue avec finalement cette alliance qui prendra maintenant la coloration de Guillaume Soro. Mais seulement, rien ne nous dit que l'avenir se passera sans casserole. On souhaite que ce soit toujours de la calmie du côté de la Côte d'Ivoire, mais on est bien obligé de reconnaître qu'il y a encore des téméraires dans le camp Gbagbo et que Gbagbo est encore là. On a bien évidemment vu pendant la campagne électorale qu'il suffisait d'une petite étincelle pour que les vieux démons réjaillissent. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il est peut-être important pour ce duo-là, Ouattara, Soro, de pouvoir véritablement ramener la Côte d'Ivoire sur le chemin de la réconciliation sincère afin d'éloigner le spectre des violences. Parlons à présent de cette conférence internationale sur le climat qui se tient à Paris et qui va certainement déboucher dans 2 jours sur des conclusions importantes et qui vont certainement permettre aux grands pollueurs de revoir d'ici 2100 leur taux de leur pourcentage pourcentage de carbone qui est dissipé dans l'atmosphère et qui permet bien évidemment de provoquer ce qu'on appelle le réchauffement climatique aujourd'hui, pour parler aussi simplement. Mais il faut dire que ce document de 29 pages doit être encore traduit en quelques langues pour permettre bien évidemment aux décideurs de comprendre les tenants et les aboutissants, ce qui ne sera pas d'ailleurs facile en 2 jours. Est-ce que, Patrick Christian, on peut en 2 jours essayer de s'accorder sur les 29 pages de ce premier rapport avant de donner la possibilité aux chefs d'État de véritablement décider? Écoutez, Louis Roger, sur le plan de la traduction, oui, c'est possible. Peut-être même en une soirée, on peut traduire 29 pages. Il suffit d'avoir des experts en la matière. Ce n'est pas ce qui manque au niveau des Nations Unies en termes de traducteurs, parce que le travail de fond a certainement été fait par les scientifiques avec des langues internationales destinées à la matière. Et ces scientifiques-là, certainement, savent de quoi il en résulte. Donc, sur le plan de la traduction, ce n'est pas ça qui fera le plus problème. Et même sur le plan de la compréhension, il me semble que les chefs d'État viendraient, en dernier ressort, entériner les résolutions prises autant dans les commissions que dans les discussions qui ont précédé le sommet. Donc, à la vérité, la touche des chefs d'État serait simplement la validation d'un document avec un certain nombre de contraintes au plus haut sommet. Mais il me semble que les commissions et les séances qui ont précédé le sommet en lui-même avaient déjà tracé la ligne.
Dans le cas d'espèce, le document de 29 pages que vous évoquez a un point d'achoppement qui jusqu'ici, et ça il faut le reconnaître, n'arrive pas à mettre tout le monde sur les mêmes rails. Il s'agit de cette compensation que les pays, notamment de l'Afrique, dans le bassin du Congo, le deuxième poumon de la planète, et ceux de l'Amérique latine, demandent aux Occidentaux pollueurs. Il est question ici pour ces pays-là de revendiquer une espèce de compensation de toute cette pollution qui a déjà été faite et qui a des effets dans la partie sahélienne de l'Afrique et bien ailleurs, où on a les effets de cette pollution qui a permis d'enrichir cette puissance-là pendant de nombreuses années. Voilà le point d'achoppement. Et les pays comme les États-Unis ne veulent du tout pas entendre parler d'une compensation de cette période. Peut-être d'une compensation à partir de maintenant et d'une réduction d'un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Vous parlez de 2100, 85 ans, on espère que d'ici à là, la planète aura résisté. Mais à la vérité, voilà les objectifs qui sont fixés dans ce document. La véritable pomme de discorde ici réside justement dans cette compensation que les pays africains demandent par rapport au fait qu'ils sont quand même le poumon qui a tenu cet effet de serre et qui a tenu l'effet néfaste, n'est-ce pas, et ce réchauffement à travers non seulement l'Amazonie, mais le bassin du Congo. Donc voilà, ces 2 jours-là, est-ce qu'ils permettront ces 2 jours à ces décideurs, et notamment aux Occidentaux, de comprendre ou alors de donner une issue favorable à cette revendication des pays des zones forestières? Là, on n'est pas si sûr. Et c'est peut-être à ce niveau qu'on a quelques frayeurs sur la signature définitive de ce document de 29 pages. Autre chose, Louis Roger, qu'il est important aussi de relever, c'est quand même la comparaison qu'on peut faire de la cagnotte qui est placée en Amazonie, peut-être, certes, le premier poumon, et de la cagnotte qui est placée en Afrique, notamment dans le bassin du Congo. 2,5 milliards de dollars du côté de l'Amazonie contre 500 millions de dollars en Afrique. C'est vrai que l'Amazonie est le premier poumon, mais c'est un gap énorme. Qu'est-ce qui peut justifier qu'il y ait dans la cagnotte de l'Amazonie autant et très peu du côté de l'Afrique? Vous vous souvenez, ici, les gens se posaient la question de savoir, oui, autant de millions d'euros promis par la France, mais comparé à ce qui est donné en Amérique latine, est-ce que l'Afrique doit pouvoir se réjouir? Et l'Afrique a de nombreux sacrifices qui lui sont demandés. Parce qu'au moins, du côté de l'Amérique latine, on a quand même des pays industrialisés qui entendent le devenir un pays en voie de développement, ou bien dans les BRICS, le Brésil, l'Argentine ont quand même des économies qui sont sur une voie acceptable. En Afrique, on est de moins en moins dans cette zone-là, n'est-ce pas, sur cette voie-là, et c'est l'Afrique qui a d'énormes sacrifices à faire. Donc, vous voyez, le gap est important. En plus de cette compensation qui n'est pas sûre d'être accordée, il y a aussi que la cagnotte, finalement, destinée à l'Afrique pour préserver ou bien pour compenser, n'est finalement que dérisoire. Alors, Guy Fondorp, vous avez une autre vision, une autre analyse de cette situation? Oui, je continue dans la même voie que Patrick, pour dire que c'est très compliqué en ce moment du côté de Paris, même s'il est vrai une deuxième mouture a été remise hier, mardi, à Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, qui est aussi le président de cette COP21. Mais il se trouve qu'il y a encore beaucoup de points de discordance, au sein de cette autre mouture. Je prends un exemple, c'est le pourcentage qui devrait être réservé, n'est-ce pas, à la réduction des conséquences liées au réchauffement climatique. C'est-à-dire que, par exemple, dans le bassin du Congo, on voudrait que, parmi les sommes qui vont être allouées au pays pour la lutte contre le réchauffement climatique, qu'on permette que 50% de cette somme soit utilisée, non pas pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais plutôt pour éliminer ou alors réduire les conséquences des gaz à effet de serre sur l'environnement. C'est-à-dire que, pour aller encore un peu plus loin, dire par exemple que si on nous accorde 500 millions ou alors 1 milliard de dollars américains, il faudrait que 500 millions de dollars américains soient utilisés essentiellement pour protéger, pour éliminer les conséquences du réchauffement climatique sur nos populations, notamment par l'assistance de ceux-là qui seront victimes d'inondations ou alors, ou alors toute autre forme de catastrophe naturelle. Mais sauf que il se trouve que les pays du Nord ne sont pas d'accord et voudraient que nous utilisions toutes les sommes qui seront accordées essentiellement dans la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre
Et cela, bien entendu, ne peut pas marcher. Et toujours d'autres points d'incongruité où les uns et les autres ne sauraient être d'accord pendant, voilà, pour que la mouture finale soit une mouture vraiment qui, voilà, coercitive, qui permette efficacement de lutter contre le réchauffement climatique. C'est que jusqu'à présent, à Paris, on n'entend pas parler des énergies fossiles. C'est un véritable tabou avec des lobbies très puissants de ce côté-là qui ne voudraient surtout pas entendre parler, voilà, de réduction de la production des énergies fossiles. Je parle ici de la Russie, du Qatar, de l'Arabie Saoudite ou encore d'autres pays membres de l'OPEP. Et on sait très bien que tant qu'on ne parle pas d'énergie renouvelable, on ne peut pas être en train de parler de protection de la planète, de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, il se trouve en ce moment que du côté de Paris, c'est essentiellement tabou. Pas question de parler donc des énergies renouvelables. Et cela pose un véritable problème, alors qu'on n'a plus que 2 jours. On n'a que plus que 2 jours du côté de Paris donc pour conclure sur un accord international qui serait contraignant pour l'ensemble des pays. Donc, tout de suite, on comprend qu'on sortira de là. Là, je vais rejoindre les positions des associations qui sont présentes du côté de Paris, telles que Oxfam, qui disait encore en après-midi sur un média international qu'on sortira de Paris, non pas avec un accord international en matière de... non pas avec un accord international en matière de lutte contre le réchauffement climatique, mais pas avec un accord contraignant ou alors pas avec un accord qui soit à mesure de garantir la lutte contre ce réchauffement climatique-là, tout simplement à cause, bien sûr, des nombreux conflits d'intérêts et donc du jeu égoïste et hypocrite des États représentés. Et surtout des gros pollueurs. On va quitter la France, bien évidemment, pour l'Allemagne où la chancelière allemande Angela Merkel a été donc déclarée personnalité de l'année 2015 par le magazine américain Times, juste devant le patron de l'organisation État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. C'est quand même assez curieux. Mais est-ce que Angela Merkel mérite véritablement sa place, ou alors c'était le patron de l'organisation État islamique qui était véritablement l'homme, la personnalité de l'année? Mais comme les attentats du 13 novembre ont entendu la France, il y a eu ce petit changement. Écoutez, lui, Roger, chaque fois qu'il y a ce type de classement, on privilégie toujours celui qui a une connotation correctement et moralement, n'est-ce pas, en accord avec les idéaux de la société moderne. Donc il va sans dire que si c'était simplement sur le plan de l'influence ou de l'impact au regard de l'actualité qui a quand même été de mise pendant ces 12 dernières années, on dira certainement que le leader de l'État islamique a bien évidemment influencé le monde parce que, bon gré mal gré, toute cette vague d'attentats, la multiplication de la psychose sur l'espace planétaire, n'est-ce pas, Paris est arrivé, les coalitions qui se forment pour lutter contre lui, il frappe aux États-Unis. En fait, il est devenu une menace planétaire. Et donc, à ce titre-là, son impact sur le quotidien des habitants de la planète est perceptible. Mais à côté, on ne saurait donner les devants à l'expression du mal. En fait, c'est certainement le ressentiment qu'on peut avoir à la lecture de toutes ces violences-là, l'expression du mal. Maintenant, dit de Angela Merkel qu'elle est la personnalité, en tout cas la première personnalité de cette année qui s'achève, par le très célèbre magazine Times, n'est pas quand même aussi volée. C'est une dame de fer qui nous rappelle quand même les belles époques de Margaret Thatcher. Voilà une dame qui tient de main de maître l'Allemagne et vous devez vous souvenir de ce qu'elle a été une des premières, en tout cas le premier dirigeant sur l'espace occidental à ouvrir les bras à cette multitude, cette flambée, n'est-ce pas, de réfugiés, même si cela lui a valu quelques couacs sur le plan de la politique interne, mais elle a fait preuve d'un côté humain. C'est de l'humanisme qui a caractérisé la gestion de la crise que Merkel a présentée aux yeux du monde. Et c'était une véritable leçon qu'elle a donnée à ses autres pairs dans le monde occidental, au moment où certains construisaient des barrières, repoussaient. On a vu de l'humanité dans le geste d'Angela Merkel et cela a marqué des points. Et ensuite, sur le plan de la gestion et de la rigueur, n'est-ce pas, dans sa tenue des affaires du côté de l'Allemagne, elle a maintenu l'Allemagne au-dessus du lot, alors qu'on a une Europe moribonde, en proie à des difficultés économiques énormes, et toujours appelée à aller vers l'Allemagne
pour combler, on va dire un peu, les dessous du trésor de l'Union européenne qui vacille tant. On a vu une Angela Merkel taper du poing sur la table par rapport aux réformes du côté de la Grèce. Elle était en avant-garde, même si cela lui a valu du côté des Grecs une certaine animosité. Mais en fin de compte, on se rend bien évidemment que c'est elle, effectivement, et la politique dictée par l'Allemagne qui a permis de rassembler un certain nombre de personnes autour de la Grèce après que la Grèce ait fait des efforts en termes de restrictions. Donc, c'est une Angela Merkel qui finalement prône au devant de la scène pour ce qui est de l'Union européenne. C'est une Angela Merkel qui a marqué des points sur la gestion de la crise du trafic humain et même aussi du flux migratoire, n'est-ce pas, en cette fin d'année. C'est une Angela Merkel qui finalement, dans le Gotha des leaders économiques et des plus puissants de la planète, s'est présentée comme une femme de poigne. Et cet écho-là a traversé l'Atlantique pour se retrouver aux États-Unis. Et il me semble que quand le très célèbre Times fait de cette dame-là la personnalité la plus influente de la planète, d'autres indications dans d'autres magazines et d'autres sondages ont placé Vladimir Poutine en tête, il me semble que sur le plan économique, ça n'est pas très faux. Et ce cœur d'Angela Merkel dans la gestion du flux migratoire a été certainement pour beaucoup dans cette désignation. Alors, Guy Fondor, pour sortir, comment analysez-vous cette performance d'Angela Merkel? Moi, je pense plutôt que... enfin, c'est vrai que on peut considérer cela comme étant une performance, mais si on veut parler de la personne, de la personnalité la plus influente de cette année 2015, je pense que cela revient tout simplement voilà, au fondateur de l'État islamique, parce que on voit très bien que son niveau d'influence a atteint des sommets et que ce niveau d'influence d'ailleurs est l'élément qui a permis de voir davantage des personnalités comme Angela Merkel qui ont tenté de réagir à des situations qu'il avait lui-même créées avec un leadership qui est le sien. Je ne suis pas ici en train de faire l'apologie du terrorisme, mais il faudrait quand même qu'on prenne conscience du niveau du niveau de leadership de cet homme-là qui a pu créer une menace planétaire qui aujourd'hui donc pousse l'ensemble de la communauté internationale à se mobiliser tous les jours à travers des forums ou encore autres colloques aux quatre coins du monde dans des tentatives de solutions. Je pense très sincèrement que c'est le fondateur de l'État islamique qui devait en principe être la personnalité cette année, parce qu'il faut aussi rappeler que ce n'est pas parce qu'il est considéré aujourd'hui comme terroriste, non, c'est aussi parce que quand le Time, traditionnellement, le Time ne tient pas compte, du fait, on l'a vu avec Adolf Hitler. Donc, moi, je pense que on est encore dans une situation où on a voulu, à un moment donné, que les forces entre guillemets du bien triomphent, beaucoup plus que les forces entre guillemets du mal, parce qu'il faut rappeler aussi qu'à la fin, je voudrais citer ici le protocole additionnel de Genève pour terminer, pour dire que tout peuple a le droit de s'opposer militairement à un système, à un régime, à une dictature ou alors à toute autre oppression qu'ils considèrent comme étant une menace pour leur existence, et que les États ne sont pas éternels. Les États arrivent et tombent. Alors, merci monsieur d'être passé sur ce plateau ce soir. C'était donc la soirée de l'information. Retrouvons-nous demain à la même heure pour d'autres sujets d'actualité. D'ici là, restez fidèles à notre programme qui se poursuivent.